Professeur Didier Raoult, vous êtes directeur de l'IHU Méditerranée Infection. Professeur Philippe Parola, vous êtes directeur de l'unité de recherche Vitrome. À l'IHU Méditerranée Infection, vous travaillez depuis plusieurs dizaines d'années sur le paludisme, en étroite collaboration avec des pays qui en sont directement victimes, comme le Mali et le Sénégal. Aujourd'hui, un vaccin contre le paludisme qui va être testé au Malawi fait l'actualité. Pensez-vous que ce vaccin pourra contribuer à l'éradication de ce parasite ? On vient d'écrire, nous, une publication qui dit le contraire. Donc, on ne va pas essayer de se contredire trop rapidement, même s'il arrive qu'on se redise dans le temps, en disant que le vaccin contre le paludisme, comme celui contre le sida, c'est un peu la pierre philosophale des magiciens du Moyen-Âge. C'est un but qui est inatteignable, de notre point de vue, puisque le paludisme n'est pas une maladie immunisante. Et par exemple, Philippe Parola vous dira, effectivement, la durée d'immunisation de la maladie naturelle est extrêmement faible. Et donc, la vaccination, ça marche très bien quand on imite une maladie qui naturellement est immunisante. Quand elle n'est pas naturellement immunisante, pour l'instant, étant état de nos connaissances, c'est voué à l'échec. Alors, le paludisme fait partie des 3 grands tueurs qui font une estimation, moins de 2 millions de morts chaque année, donc paludisme, sida, tuberculose. Et le point commun de ces 3 maladies, c'est qu'il y a eu des efforts énormes et des moyens énormes, financiers, humains, dans la recherche contre un vaccin depuis 20 ans. Pour l'instant, les résultats, on va en reparler, sont très limités. Et le concept qui nous fait douter qu'on aboutira un jour à une vaccination, c'est qu'il n'existe pas d'immunité naturelle vis-à-vis de ces 3 maladies. C'est-à-dire qu'à quelques très rares exceptions près, ces maladies ne sont pas immunisantes. Le paludisme, dès que les patients sortent de zones endémiques, et nous on a nos exemples avec nos étudiants étrangers, avec les patients migrants ou issus d'immigration qui vivent à Marseille, au bout de 6 mois, quand ils rentrent dans leur pays pour visiter la famille, ce qui est la situation la plus fréquente du paludisme d'importation en France, sont susceptibles de se réinfecter et de refaire une maladie. Donc dans la vraie vie, il n'y a pas d'immunité, et ce que la vraie vie ne fait pas, le vaccin aura du mal à l'imiter. Et d'ailleurs, je veux en profiter pour rendre un hommage à mon ami Gobara Dumbo, qui était associé à notre institut, qui était le président de notre conseil scientifique, qui était un leader mondial du paludisme au Mali, avec qui nous avions des débats très animés, parce que lui, au départ, pensait beaucoup et évaluait beaucoup de vaccins anti-paludiques. Et nous avons discuté ensemble, et lui-même, après 4 mois passés en sabbatique ici, quand il est retourné au Mali, a refait à l'âge de 60 ans, un paludisme, ce qui montrait bien qu'en dépit du fait qu'il ait fait de très nombreux épisodes de paludisme naturel, il n'était pas protégé et que sa durée de protection contre le paludisme était de quelques mois après les infections naturelles. Ce qui veut dire que même si on arrivait à avoir quelque chose qui ressemble à l'infection naturelle, chez les gens qui reçoivent des centaines de piqûres infectantes par année, c'est quelque chose qui serait extraordinairement limité dans le temps, puisqu'on sait chez nous, chez les Africains qui viennent ici, quand ils retournent au bout de 6 mois dans leur pays, ils font un paludisme. Alors, il y a eu des alternatives au vaccin qui ont eu des effets sur le paludisme dans le monde. Quelles ont été les avancées réelles de ces dernières années en termes de lutte contre le paludisme ? Alors ce qui a marché, et ça on le sait, puisque quand même le concept du paludisme va vers la diminution, voire l'éradication. On parlera peut-être de l'éradication, si elle est possible ou pas dans certaines zones. Mais ce qui a marché, c'est la protection antivectorielle, avec la généralisation des moustiquaires imprégnés. Et deuxièmement, l'accès au traitement et à des traitements efficaces, avec les dérivés de l'artémisinine. Donc ces 2 éléments, se protéger efficacement contre le vecteur et un médicament efficace et accessible, a dramatiquement fait diminuer les cas de paludisme et la mortalité au paludisme. Après, on verra dans le temps ce que ça va donner, parce que les moustiques, on l'a démontré également dans nos équipes au Sénégal, peuvent s'adapter aux mesures de protection que l'on prend contre eux, par exemple en changeant leur horaire de piqûre. Alors on sait que les gens sont protégés dans les villages sous les moustiquaires, ils ne sont pas protégés dans les villages, dans les zones de rassemblement, comme le poste de télévision par exemple. Donc il y a une modification de l'épidémiologie du paludisme qui est en train de se créer. Enfin, ce qu'on voit sur ces dernières années, c'est qu'il y a une forte diminution du nombre de cas, de la mortalité en particulier, de la mortalité infantile, pour peu qu'il y ait l'accès
à la protection mécanique avec les moustiquaires imprégnés et au traitement efficace avec un accès aux médicaments qui est largement diffusé maintenant, notamment grâce à des bailleurs comme la Fondation Gates qui a fait beaucoup pour la lutte contre le paludisme. Oui, donc c'est très... En réalité, ce qui a sauvé le plus de vies dans le monde ces dernières années est très 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 politiquement incorrect. En pratique, ce sont les pesticides, c'est-à-dire les insecticides qu'on met sur les moustiquaires, qui ont sauvé plusieurs millions de personnes du paludisme, payés par le plus grand milliardaire, qui est Bill Gates. Vous voyez, c'est deux choses qui sont terriblement peu politiquement correctes, de dire, écoutez, c'est pas l'OMS qui n'a pas d'argent, qui donne des conseils, mais qui n'a pas d'argent, c'est les milliardaires américains qui payent ça. Et c'est les pesticides, les insecticides. La première lutte fonctionnelle contre le paludisme, ça a été le DDT. La deuxième lutte fonctionnelle, ça a été les moustiquaires imprégnés de permétrine, pour lequel c'est en train de devenir résistant. Et donc, pour vous, quelles peuvent être les stratégies possibles de lutte contre le paludisme, à court terme, à long terme, peut-être avec un travail sur le traitement, un travail sur le vecteur? Quelles sont pour vous les perspectives? Pour moi, puis Philippe donnera son avis, il y a quelque chose qui est très intéressant. En particulier, j'ai relu les travaux d'évaluation de ce nouveau vaccin. Alors, tout le monde conclut que c'est un vaccin qui n'est pas très efficace en pratique. Il y a même plus d'effets secondaires avec ce vaccin, avec plus de convulsions chez les gens qui reçoivent le vaccin que chez les gens qui reçoivent le vaccin alternatif. Donc c'est quand même pas... le niveau de sécurité n'est pas exceptionnel, le niveau d'efficacité est modeste. Mais ce qui est intéressant et ce qui n'a pas été étudié dans le niveau d'efficacité, c'est quelque chose que nous avons, nous, découvert récemment. On fait beaucoup de travaux, je vous l'ai dit, dans beaucoup de pays d'Afrique, et on est en train de se rendre compte, vous pouvez avoir le microbe du paludisme dans le sang sans être malade. Vous pouvez avoir des bactéries dans le sang sans être malade. Mais quand vous avez à la fois les bactéries et le microbe du paludisme, vous avez de la fièvre tout le temps. Et le microbe qui est associé avec la fièvre et le paludisme qu'on trouve le plus souvent, c'est le pneumocoque. Et justement, dans l'essai vaccinal qui a été fait, il y avait en même temps que le microbe du paludisme, le pneumocoque. Et donc, il n'est pas du tout sûr que l'efficacité qui a été notée en termes de fièvre n'ait pas été une efficacité de prévention du pneumocoque que de prévention du paludisme. Et donc, si moi, j'ai maintenant à faire une recommandation, et c'est celle que je fais par exemple maintenant à mes amis militaires, pour se protéger des formes graves du paludisme, il est vraisemblable que la vaccination antipneumococcique aura un rôle important, comme la vaccination antipneumococcique a un rôle important dans la prévention des formes graves de grippe. Donc, simplement, ça demande, et c'est l'objectif de notre réunion, ça demande d'être un peu intelligent et de ne pas juste se focaliser sur une question, mais de regarder les maladies infectieuses comme elles sont, qui sont des maladies d'écosystèmes complexes. Alors, sur l'avenir, il y a deux choses. Il y a l'aspect santé publique et économique, c'est-à-dire de rendre accessible ce qui marche, les moustiquaires imprégnés, les traitements efficaces. Ça, c'est une question politique qui est liée à la situation particulière de chaque pays. Ensuite, il y a la recherche et la surveillance. Les moustiques s'adaptent, les parasites s'adaptent, résistent. Et donc, il y a bien sûr, ça fait partie de la recherche appliquée et de la surveillance. Surveiller l'adaptation des moustiques aux mesures que l'on va prendre contre eux. Surveiller la résistance qu'ils peuvent acquérir contre les insecticides. Et de même pour le parasite, surveiller la résistance que le parasite peut acquérir contre les médicaments qui sont actuellement efficaces, comme le parasite l'avait acquis il y a quelques années contre les premiers médicaments antipaludiques. Ça, c'est la première chose. Pour l'instant, on est plutôt dans une voie qui est confiante dans ces mesures de lutte, mais il y a de la surveillance qui est nécessaire. On a parlé des limites de la vaccination. Le troisième point, c'est le concept d'éradication. On peut imaginer dans certaines zones, certaines îles, certains endroits, pourquoi pas, si on a des mesures de lutte efficaces et des traitements très accessibles. Mais après, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu. Les réservoirs animaux, les grands singes, quel est leur rôle dans le réservoir de parasites? Est-ce que finalement ça suffira de protéger, de soigner les humains si un réservoir animal persiste? La réponse est sans doute non. Donc le concept d'éradication est intéressant. Beaucoup de programmes de santé publique disent on va vers l'éradication du paludisme. Ça sera peut-être le cas dans des spots, c'est possible. Enfin, on en est loin de là, tant qu'on n'a pas répondu, et ça c'est une des pistes de recherche, au rôle des réservoirs animaux, notamment des grands singes. Et puis un autre point qui est en train de développer par une équipe qui est ici dans l'IHU, c'est d'essayer de rendre les moustiques
qui transmettent le paludisme, incapables de le transmettre, et on sait qu'il y a un groupe de bactéries que les moustiques peuvent attraper dans le nectar des fleurs, qui empêchent le microbe du paludisme de s'implanter dans le moustique. Et donc cette prévention par des microbes qui, par ailleurs, ne sont pas du tout dangereux pour l'homme, de l'infection du moustique jouera peut-être un rôle dans l'avenir, mais en tout cas, c'est une piste de rendre les moustiques insensibles à l'infection par le microbe du paludisme. Certaines équipes de l'IHU travaillent dans les zones endémiques, au Mali, au Sénégal. Est-ce que vous pouvez présenter la manière dont se passent ces collaborations et l'intérêt qu'elles ont en termes de surveillance et en termes de recherche pour lutter contre le paludisme? Alors c'est plus que des collaborations, hein, puisque des équipes de recherche, des unités de recherche de l'IHU sont en zone endémique et notamment au Sénégal. La stratégie globale qu'on est en train de développer avec Didier Raoult, tout d'abord là où nos équipes sont situées, mais que l'on veut diffuser à travers un réseau de collaboration gagnant-gagnant avec nos partenaires africains, est basée sur 3 choses, mais qui est la stratégie générale de nos équipes de recherche et de l'IHU. C'est basé sur la formation des étudiants, donc en l'occurrence la formation des étudiants dans la recherche sur le paludisme, avec ses différents secteurs, entomologie, la parasitologie, la thérapeutique, et d'autre part le développement de plateformes technologiques de très haut niveau en Afrique. On a fait ça, Didier a fait ça au Sénégal pendant 10 ans, c'est-à-dire d'amener la biologie moléculaire, d'amener la génomique, d'amener la protéomique, c'est-à-dire ne plus repasser par les outils qui sont totalement dépassés et auxquels d'ailleurs nos partenaires africains n'ont pas le besoin de se former. C'est-à-dire qu'on peut directement aller sur des plateformes technologiques de haut niveau qui permettront d'analyser très rapidement la sensibilité au traitement, le diagnostic rapide, qui avait beaucoup progressé avec les tests rapides, mais qui va passer au moléculaire très rapidement, d'analyser les parasites, d'analyser la résistance ou le taux résiduel d'insecticides dans les moustiquaires. Donc toute cette plateforme technologique et son accès par nos partenaires est essentiel. Pour en revenir au vaccin, au supposé vaccin contre le paludisme, avez-vous un mot de la fin pour une conclusion par rapport à son déploiement et à ses tests aux tests qui sont réalisés dessus? Si vous voulez, je crois qu'on a des difficultés actuellement en termes de réflexion, stratégie scientifique, en mélangeant ce qui suscite de l'émotion générale et qui donc suscite des financements auprès de gens qui ne prennent pas le temps de réfléchir à la possibilité réelle de développer quelque chose et qui font partie de la politique au sens large, et les réflexions scientifiques qui constatent que sur un certain nombre de domaines, notre niveau d'ignorance est trop important pour pouvoir résoudre des questions d'une manière aussi simple. Donc moi j'avais calculé à un moment le nombre de milliards d'euros et de dollars qu'on a dépensés au cours des dernières années pour ces 3 vaccins, sans rien changer à l'histoire de l'humanité. Et donc il faudra bien à un moment qu'il y ait un moratoire de réflexion pour dire: écoutez, est-ce que vraiment il faut faire ça? Je suis très content que Mme Barré-Sinoussi, qui est une des découvreuses du virus du sida et qui a eu le prix Nobel, rejoigne cette réflexion sur: écoutez, il faut arrêter de dire aux gens qu'on va leur trouver un vaccin préventif pour le sida, et je crois qu'il faut arrêter de leur dire qu'on va leur trouver un vaccin préventif pour le paludisme, parce que pour l'instant on ne sait pas le faire.